Bonjour, Gilles-Marie Vallet, je suis pédopsychiatre et je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce direct live au sujet de l'éducation. Il va s'agir d'éducation, mais bien sûr, n'hésitez pas à poser toutes les questions vous concernant ou concernant votre vie au quotidien avec vos enfants. Peut-être que d'emblée, ça pourrait être intéressant de lever deux a priori sur l'éducation, et notamment ce que l'on appelle aujourd'hui l'éducation bienveillante ou positive, notamment un premier a priori qui serait que l'éducation positive, ce serait laisser tout faire aux enfants ou être à l'inverse dans des négociations permanentes, dans des explications sur tout ce qu'il faut faire, pas faire, laisser à l'enfant la possibilité de choisir ses punitions. Ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est une autre façon effectivement d'élever les enfants, avec l'idée que l'éducation, c'est quelque chose qui s'apprend, qui demande un peu de temps, et à la fois qui peut être bien plus efficace que simplement réagir sur le coup de l'émotion, au coup par coup, sans se préoccuper des conséquences que peuvent avoir effectivement des méthodes éducatives obsolètes, violentes ou effectivement inadaptées pour les enfants. L'autre a priori, ou plutôt l'autre élément qu'on pourrait évoquer, un peu en introduction, c'est qu'aujourd'hui, le développement des neurosciences, et notamment les nouvelles techniques d'imagerie, enfin toutes les études les plus récentes, vont justement dans le sens de l'intérêt d'élever nos enfants de façon pertinente, et notamment avec cette fameuse bienveillance. Lorsque je parle de techniques d'imagerie, je parle d'études récentes qui montrent qu'effectivement, tout ce qui va favoriser des attitudes positives, une meilleure prise en compte des besoins de l'enfant, favorise un bon développement neurobiologique de l'enfant. On a pu remarquer notamment avec l'utilisation de nouvelles technologies d'IRM qui sont fonctionnelles, c'est-à-dire qui permettent d'observer ce qui va se développer ou comment va réagir le cerveau d'un individu sous l'effet de certaines influences. On a pu observer qu'effectivement, des pratiques bienveillantes avaient tendance à favoriser la sécrétion d'ocytocine, par exemple, l'ocytocine qui est un neuromédiateur, une petite molécule que les femmes enceintes connaissent bien parce que c'est celle qui va permettre justement d'enfanter, de mettre au monde et de ne pas, de pouvoir effectivement réaliser cet acte formidable malgré la douleur que ça représente, sans en vouloir à l'enfant et surtout par la suite qui va être sécrétée au moment de l'allaitement. Et globalement, si on devait préciser les choses d'une façon un peu simple, c'est l'hormone à la fois du bien-être, de l'empathie. Autre élément que favorise, autre zone de développement que favorise des attitudes bienveillantes, c'est le développement de certaines zones du cerveau, notamment le cortex préfrontal, c'est-à-dire la partie avant du cerveau, que l'on pourrait considérer comme le cerveau social, c'est-à-dire celui qui va permettre de développer les relations, l'empathie. À l'inverse, on a remarqué que trop d'attitudes humiliantes, malveillantes, de maltraitance va à l'inverse favoriser la sécrétion de molécules qui, elles, peuvent être toxiques pour le développement du cerveau et d'une façon générale pour le développement des enfants. Alors, je vois que déjà arrivent des questions, notamment une question d'un internaute qui nous dit systématiquement, quand on fait les courses, mon fils pique une crise pour m'obliger à lui offrir un cadeau. Comment éviter cela? Alors, on peut d'emblée dire plusieurs choses. Ce qui est très compliqué, c'est qu'effectivement, ces crises qui surviennent en public nous mettent, nous, parents, en difficulté. C'est-à-dire qu'on a tout de suite le sentiment que tous les regards se portent sur nous et qu'on va être considérés comme des mauvais enfants. D'où l'intérêt de trouver des solutions. Alors là, on est plus simplement dans l'éducation. Là, moi, je pense carrément à des trucs, entre guillemets, des trucs éducatifs qui fonctionnent très bien. Lorsqu'on a tout essayé, parce qu'effectivement, la première étape, c'est bien sûr l'éducation simple, c'est-à-dire que avant de faire les courses, on explique à l'enfant ce que l'on a prévu de faire. On peut lui dire à l'avance, non, je sais qu'il y a peut-être des choses tentantes, mais c'est hors de question, on a prévu ça, ça, ça. Et une fois dans le magasin, pour éviter la crise, la meilleure façon, c'est d'éviter tout ce qui pourrait être tentation, mais souvent, ça ne fonctionne pas. Alors moi, j'ai une petite technique qui fonctionne vraiment bien, d'autres parents m'en ont fait la confirmation, c'est de prescrire le symptôme. C'est-à-dire qu'avec des enfants chez qui on a tout essayé, vraiment, l'idée, c'est juste avant d'entrer dans le magasin, c'est de lui dire « Ok, je suis d'accord que tu fasses une crise, mais quand je te le demanderai, et notamment lorsqu'on arrivera à cet objet qui te fait si envie. » Et le fait de prescrire le symptôme fait qu'en fait, l'enfant est bloqué et effectivement, il ne fait plus de crise. Autre question, comment apprendre à son bébé à être propre? Alors, là aussi, ça offre plusieurs pistes de réflexion. La première, c'est de faire naturellement confiance au développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'effectivement, le nourrisson, le bébé, va suivre un développement qui lui est propre, même si bien évidemment il suit des grandes lignes. Alors pourquoi je précise ça? Parce que souvent l'inquiétude des parents c'est
la comparaison. Ah quoi, ton bébé n'est pas encore propre? Quoi, ton bébé fait encore pipi au lit? Évidemment, on se remet en question, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, etc. Donc l'idée déjà, c'est de se dire, voilà, ne nous inquiétons pas, il va suivre son développement. Après, évidemment, on peut mettre en place des choses pour le rassurer, pour pouvoir l'encourager, pour pouvoir le responsabiliser. Mais d'une façon générale, j'ai envie de dire, faites aussi confiance à votre enfant et à vous-même. Ma fille a un rituel. Alors, je vous lis une autre question. Donc, ma fille a un rituel qui me perturbe. Pour s'endormir, elle se frotte sur son doudou au niveau du bas-ventre. Que dois-je faire? Alors, je ne sais pas quel âge a votre enfant, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, très tôt, et notamment dans la première étape de son développement, l'enfant est très sensible à tout ce qui va être sensorimoteur. C'est-à-dire qu'effectivement, son développement va surtout s'appuyer et sur le moteur, les mouvements, et sur le sensoriel. Et donc, effectivement, il apprend par le moteur à découvrir son corps, et par le sensoriel, remarque effectivement certaines zones provoquent des sensations qui peuvent être apaisantes et qui peuvent de ce fait favoriser l'endormissement. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Pour autant, l'idée est de lui permettre de trouver d'autres sources d'apaisement. Alors, je ne sais pas si, par exemple, elle a une tétine ou si elle suce son pouce. Je ne sais pas si, selon son âge, vous lui racontez des histoires le soir, justement pour lui permettre de s'apaiser. C'est-à-dire que l'idée, c'est de proposer finalement d'autres modalités sensorielles, hein, pour lui permettre effectivement de trouver un apaisement. Mais pour autant, ne vous inquiétez pas, tant qu'effectivement ça reste confiné à la sphère du lit et du sommeil, c'est une attitude tout à fait naturelle chez l'enfant. Une autre question nous arrive. Je suis enceinte et je me suis séparée du papa de mon bébé avant même de savoir que j'étais enceinte. Il me trompait. Dois-je raconter à mon bébé la vérité sur son papa ou dois-je l'idéaliser? Alors, je ne sais pas si c'est idéaliser le papa ou idéaliser la situation. Quoi qu'il en soit, d'une façon générale, gardez en tête qu'il est toujours préférable de faire le choix de la vérité. Ne serait-ce que pour éviter ce qu'on appelle les secrets de famille qui, tôt ou tard, génèrent des symptômes. C'est-à-dire que l'enfant sent bien qu'il y a quelque chose qui ne coïncide pas avec la réalité. Et notamment dans les situations de parents, là en l'occurrence de pères absents, c'est vrai que l'enfant va naturellement créer son propre mythe. Et c'est vrai qu'un père absent, c'est soit un dieu, soit un diable. Donc l'idée, c'est plutôt de coller à la vérité, mais en s'adaptant à l'âge de l'enfant. Alors, c'est vrai que souvent, j'encourage les parents à parler tôt des choses qui les mettent, eux, parents, mal à l'aise, aux enfants. Parce que finalement, lorsqu'on parle à un nourrisson, on se dit, il ne comprend pas tout, donc je peux lui dire les choses. Et du coup, ça nous prépare, nous, à pouvoir plus tard lui dire des choses qu'il va comprendre. Parallèlement, s'adapter à ce que l'enfant peut comprendre, c'est lui dire des choses vraies, mais sans entrer dans les détails. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire que les parents, on peut dire qu'effectivement qu'on s'est séparé du papa, c'est pour ça qu'il n'est pas là. C'est important parce que je rencontre effectivement des enfants qui me disent un tel petit camarade n'a pas de papa, ou tel enfant n'a pas de maman. C'est important de respecter, de rappeler la vérité. Tous les enfants ont un papa et une maman. Alors après, ou en tout cas, un père et une mère biologiques, et après, selon les circonstances de la vie, les choses peuvent effectivement évoluer différemment. Mais c'est important, ne serait-ce que pour que l'enfant se sente comme les autres, et ne se vive pas effectivement comme une erreur. Alors après, effectivement, en fonction de comment les choses sont passées, on peut dire effectivement que pour des raisons propres aux parents, propres aux adultes, ils ont dû se séparer, mais en tout cas, il faut plutôt favoriser la vérité en l'adaptant à ce que l'enfant, selon son âge, peut comprendre. Alors, je vois une autre question. Mon fils de 1 an refuse de dormir dans son lit, peu importe ce que je fais, s'il se réveille toujours pour dormir avec moi. Ah oui, non, pardon. Il se réveille toujours pour dormir avec moi. Alors, à 1 an, effectivement, on n'est pas encore complètement sécure, enfin, l'enfant n'est pas encore complètement rassuré par rapport au sommeil ou par rapport à l'acte de dormir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, dormir, c'est couper net avec la réalité que l'on maîtrise, c'est une séparation, et c'est vrai qu'à cet âge-là, on est justement très sensible et très anxieux par rapport à toutes les séparations. Il faut avoir en tête que pour le tout jeune enfant, pour le bébé, dormir, c'est
plongé dans un inconnu dont il ne se souvient pas. À la différence de l'enfant plus grand qui commence à avoir des rêves, qui commence effectivement à faire un lien. Et donc là, l'important, ça va être vraiment de le rassurer sur la séparation. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Des rituels du sommeil, ou plutôt des rituels du coucher, qui permettent, parce qu'ils reviennent chaque jour, de se dire, voilà, oui, on est dans une répétition, donc demain, il y aura effectivement un autre jour. C'est important, l'histoire, bien sûr, du soir, le câlin, de pouvoir dire, à demain, on se revoit. Autant de choses qui vont pouvoir le rassurer sur justement la brièveté de la séparation. Après, peut-être qu'il faut faire les choses progressivement. C'est-à-dire que peut-être que dans un premier temps, une étape transitoire consisterait à faire dormir l'enfant dans la chambre des parents, mais dans un autre lit, dans un lit qui serait à lui. Et puis dans un second temps, enfin, de déplacer le lit, donc ce lit où il s'est habitué à dormir à proximité dans la chambre des parents, dans sa propre chambre. Il y a probablement des choses qui peuvent être encore essayées. Si c'est vraiment compliqué, n'hésitez pas là pour le coup à consulter, parce que c'est des choses qui peuvent se résoudre assez facilement lorsqu'effectivement on a trouvé ce qui convient à l'enfant, et à la fois, si on les laisse perdurer, peuvent devenir de plus en plus compliqués. C'est-à-dire que plus l'enfant va dormir dans le lit de ses parents, moins il va être facile effectivement de l'en déloger. Et effectivement, après, j'ai des situations d'enfants qui consultent à 4-5 ans parce qu'ils dorment encore dans le lit de leurs parents, et là, ça devient effectivement très, très compliqué. Alors, j'espère avoir répondu à votre question. Une autre nous arrive. Avec le papa, nous souhaitons créer un règlement de famille rédigé avec les enfants et les faire participer au choix des sanctions. Cette participation ne risque-t-elle pas de mettre en difficulté l'enfant dans d'autres environnements où il n'a pas la possibilité de choisir? Effectivement, alors toutes les questions sont intéressantes. Celle-là, tout particulièrement parce qu'elle évoque dans le même thème plusieurs choses. L'idée d'un règlement familial d'un règlement de famille, parce que règlement familial, on peut mal l'interpréter, est tout à fait pertinente. De la même façon que j'encourage souvent, et notamment lorsqu'il y a des adolescents, de mettre en place, alors si ça a été fait plus précocement, tant mieux, mais de mettre en place aussi ce que je pourrais appeler des temps familiaux, c'est-à-dire le dimanche soir, par exemple, où on prend le temps de se retrouver ensemble pour faire le point sur la semaine, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, ce sur quoi on a progressé, pour à la fois favoriser une cohésion familiale, c'est-à-dire dans laquelle l'adolescent va pouvoir se sentir effectivement membre de quelque chose, même s'il va avoir besoin pour autant de se dissocier, de se séparer de ses parents, et puis parce que ça peut permettre d'établir effectivement un règlement, c'est-à-dire des règles qui peuvent s'inscrire dans un échange, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qui est important pour les enfants et pour l'ado, d'accord, j'ai compris que ça c'est important pour toi, je suis prêt à favoriser la réalisation de ces règles ou à les respecter, mais dans la mesure où toi, tu respectes les consignes qui, pour moi, parents, sont indispensables, à savoir tu as telle règle, telle règle, telle règle. Pour autant, il n'est pas pertinent que les enfants choisissent leurs sanctions. On peut définir des grands axes, et notamment ce qu'on pourrait appeler des sanctions réparation ou des sanctions à visée de sanctions, c'est-à-dire de souligner les actes qui ne sont pas acceptables ou les limites qui ont été transgressées. Donc on peut les définir ensemble, mais jamais c'est à l'enfant de choisir sa sanction. Je ne sais pas si la nuance est claire. Je crois qu'effectivement, par exemple, en termes de sanctions, réparation, on peut convenir avec l'adolescent que si, effectivement, il commet, il perd quelque chose, il casse quelque chose, ou il commet un acte qui peut... Eh bien, il devra participer avec son argent de poche ou par le biais de travaux, entre guillemets, d'intérêts généraux ou d'intérêts familiaux, à réparer sa bêtise. Donc ça, on peut en convenir, mais ça doit rester les parents qui vont dire, écoute, là, on avait dit 19h, tu es rentré à 20h, ben, du coup, nous choisissons que le week-end prochain, tu es privé de sortie, ou dans quelque chose qui fait du lien. Voyez, l'important d'une sanction, c'est qu'elle fasse du lien pour que l'enfant se souvienne de pourquoi il a été sanctionné et non pas de comment il a été sanctionné. Très souvent, on a l'impression que la bonne sanction, c'est celle qui va faire bien mal et dont il va se souvenir. Je change un peu de sujet là, mais ça me paraît vraiment fondamental ça, de comprendre ça. Parce que beaucoup de parents sont persuadés qu'une bonne sanction, enfin d'ailleurs une bonne punition, est celle qui fait bien mal, que ce soit physiquement ou que ce soit moralement, donc on va bien t'humilier, comme ça tu vas t'en souvenir. Mais en fait, ce dont l'enfant se souvient, c'est de la mortification, c'est du coup, c'est de l'humiliation, mais il ne se souvient pas pourquoi il était sanctionné. Et donc, il y a beaucoup de probabilités pour qu'il recommence. Alors qu'une éducation doit viser comme objectif que l'enfant fasse des bons choix, c'est-à-dire qu'il arrête de faire des bêtises et qu'il fasse, effectivement, et qu'il adopte plutôt des comportements adaptés.
dans lequel il se sent responsable. Et donc c'est pour ça que c'est plus important qu'il se souvienne de la bêtise pour laquelle il a été sanctionné que de la sanction. Et c'est pour ça que j'utilise ce terme de sanction, c'est-à-dire que sanction, littéralement, ça veut dire je sanctionne, je souligne ce qui n'a pas été bien fait pour qu'on se souvienne de comment mieux faire. Et d'où l'intérêt de sanction en lien avec, avec la bêtise. Ah, et du coup, une question arrive qui fait la transition avec ce que je dis. Donner une fessée, et même une petite fessée, est-ce grave? Est-ce vraiment grave? D'ailleurs, on va donner une petite fessée, est-ce vraiment grave? Alors d'abord, je ne crois pas qu'il y ait de petites fessées. Une fessée, c'est la succession de coups portés sur une zone du corps. Généralement, c'est plutôt les fesses ou la cuisse. Et donc, même petite, ça reste des coups, et ça reste sur une zone avec un acte qui reste quand même très humiliant. Donc, il n'y a pas de petites fessées. Et donner des fessées, dans la mesure où c'est instauré comme une pratique éducative, ce n'est pas une bonne chose. Évidemment, je nuance. C'est-à-dire que la fessée, ou plutôt le coup qui part sous l'impulsion de la peur, par exemple l'enfant qui traverse la rue, une voiture passe, naturellement, la réaction, elle est vive. De même que naturellement, on peut élever le ton, dire « qu'est-ce que tu as fait ?» etc. Ça, ce n'est pas la même chose. On n'est pas dans quelque chose qui a été élaboré comme une pratique éducative. Là, c'est juste effectivement une réaction émotionnelle sur laquelle d'ailleurs il est possible de revenir. C'est-à-dire, c'est possible de dire après à son enfant, écoute là, je t'ai donné une fessée ou je t'ai donné une tape, c'est parce que j'étais vraiment très énervé ou parce que j'ai vraiment eu très peur. Donc, il est important que tu ne recommences jamais une telle chose, mais pour autant, je suis désolé de l'avoir fait parce que c'est pas dans mes pratiques, j'aime pas te faire du mal, c'est effectivement moi ce que je voudrais que ça se passe toujours bien entre nous. Mais on pourra revenir sur la question des fessées parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental à entendre. Je dirais la possibilité de renoncer à tout châtiment corporel au profit de sanctions vraiment pédagogiques, vraiment éducatives qui vont permettre à l'enfant de mieux se développer. Alors, une autre question. Ma fille de 4 ans va avoir une petite sœur d'un jour à l'autre. Elle dit très... je suis un peu... Alors, ma fille de 4 ans va avoir une petite sœur d'un jour à l'autre. Elle se dit très contente, mais plus le terme approche, plus elle est perturbée. Sommeil agité, pleurs incessants, à l'école. Alors, attendez, hop, je bouge peut-être mon... Voilà. Comment l'aider? Alors, effectivement, c'est jamais simple la venue d'un nouvel enfant, surtout si, et ça semble être le cas, l'enfant initialement est tout seul. C'est-à-dire qu'il sent bien qu'il va falloir partager des choses, et même si les parents l'ont bien prévenu, lui ont bien expliqué les choses, ont permis à l'enfant d'accompagner tout ce processus de grossesse, c'est vrai que ça reste quand même quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu. Donc je pense que l'idée, ça peut être effectivement de le préciser, de dire effectivement, là je vois en ce moment que tu es moins sereine, il semblerait que tu n'aies pas très bien dormi cette nuit. Et l'idée, ça peut être d'autoriser l'enfant à dire justement ce qu'elle ressent. On peut par exemple l'interroger sur ses rêves, si elle a un sommeil perturbé, alors de quoi tu as rêvé, ce qui va lui permettre peut-être de mettre des mots sur ses inquiétudes. Et puis l'idée, c'est évidemment de la rassurer, de lui dire mais tu sais, ça ne va rien changer pour toi, et notamment en s'appuyant sur des repères que l'enfant peut justement observer, peut concrètement observer. Tu vas continuer à aller à l'école, tu vas toujours avoir tes mêmes amis, et nous, on sera toujours ton papa, on sera toujours ta maman, et les jeux que tu as l'habitude de faire, tu continueras à les faire, les activités que tu as. L'idée, c'est qu'en sentant qu'autour d'elle, finalement, les choses restent les mêmes, c'est quand même quelque chose qui peut rassurer l'enfant. Et puis bien sûr, ensuite au quotidien, voir comment il va pouvoir être possible de l'associer sans la responsabiliser trop, parce que ce n'est pas elle de s'occuper de l'enfant, mais l'associer aux soins de maternage qui, effectivement, naturellement, vont prendre du temps sur l'attention qui lui était portée avant. Une autre question m'arrive. Donc, mon conjoint est militaire et très souvent absent. Mon fils a pour le moment 2 mois, mais j'entends beaucoup de femmes de militaires qui me disent que leur enfant reproche à leur papa cette absence. Ils sont distants, voire colériques avant le départ, ou même ne vouloir que maman à son retour. Que faire? Oui. Alors c'est vrai que ça va...
c'est une réalité que l'on ne peut, auquel l'enfant de toute façon est confronté. Donc l'idée, ça peut être effectivement de voir comment, sur des temps où le père va être présent, il va être possible de rééquilibrer ce fonctionnement familial. Pour autant, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas modifier la réalité du quotidien. Et donc c'est quelque chose qui peut quand même être dit à l'enfant. Alors là, c'est un enfant tout petit, donc il n'a pas encore conscience je dirais des raisons, notamment des raisons socio-professionnelles qui favorisent cette dynamique familiale. Pour autant, tout petit, il va sentir effectivement le rythme des présences, le rythme constant de la présence maternelle et le rythme effectivement fluctuant de la présence du père. Et je crois que c'est ce qui peut effectivement être accompagné, c'est-à-dire permettre de faire en sorte que l'enfant s'adapte à des rythmes qui effectivement sont ceux qu'ils sont et que l'on ne peut pas nécessairement modifier. En revanche, tant que faire se peut, l'idée c'est de chercher à équilibrer les choses, c'est-à-dire que lorsque le père est là, favoriser au maximum des temps d'activité avec là en l'occurrence avec le nourrisson, mais avec son enfant en particulier. Alors, une autre question m'arrive. Comment faire quand mon fils fait une crise dans la rue devant tout le monde? Alors, c'est aussi une question du quotidien très présente, une situation qu'on a tous rencontrée. Quelque part, ce qui pose vraiment question, ce n'est pas tant que l'enfant fasse une crise, mais qu'elle se passe dans la rue devant tout le monde. Concernant la crise, ce que l'on peut rappeler, alors bien évidemment ça va dépendre de l'âge de l'enfant, mais là je suppose qu'on parle effectivement d'un petit enfant. Or, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'une crise est le plus souvent motivée par une émotion qui va envahir l'enfant. Nous, adultes, nous avons appris à gérer nos émotions. Et nous savons qu'une émotion, c'est une réaction à une situation qu'on vit. Mais souvent, parce qu'on a appris à les gérer, on a du mal à se souvenir qu'une émotion, de toute façon, on ne peut pas la contrôler. On est confronté à une situation, notre système neuro-végétatif déclenche une réaction, d'ailleurs plus ou moins portée par certaines molécules, et l'enfant, pour un enfant, ces réactions émotionnelles sont des véritables tempêtes émotionnelles. Et donc, ça les plonge dans un état de crise. Donc l'idée, ça va être, d'une façon générale, d'accompagner la crise, de pouvoir entendre qu'effectivement l'enfant est soumis à une émotion, et de se souvenir qu'on ne corrige pas une émotion par une émotion de la même nature plus intense. Je veux dire par là que si vous voulez rassurer quelqu'un, ce n'est pas en lui racontant une histoire qui fait encore plus peur que vous le rassurez. Ou si vous avez une amie triste, ce n'est pas en lui racontant encore des malheurs encore plus dramatiques que vous allez effectivement la consoler. Et bien c'est pareil pour une crise. Ça ne sert à rien de crier encore plus fort sur un enfant ou de s'énerver alors qu'il est déjà lui-même très énervé. Alors c'est vrai que parfois on observe ce qu'on appelle une réaction de sidération. C'est que si vous criez bien fort, l'enfant est paralysé. Mais généralement, soit il se remet à crier après, soit il ne bouge pas, mais il ne va pas apprendre à gérer son émotion. Donc l'idée, c'est plutôt d'accompagner cette émotion en proposant quelque chose de plutôt rassurant, plutôt contenant, et surtout en favorisant ce qu'on appelle un retrait de la situation qui a favorisé la crise. Donc ça, c'est pour la gestion de la crise en général. Par rapport au fait que ce soit dans un lieu public, je crois que c'est très important de se détacher du regard des autres. Souvent, encore une fois, ce qui va générer notre réaction et ce qui va favoriser notre réaction, et notamment vite accéder à la demande de l'enfant pour éviter le caprice, vite, effectivement, ou alors réagir de façon très excessive, crier pour être sûr que l'enfant se taise, et c'est le regard des autres. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que tous les yeux se tournent vers nous et qu'on est considéré comme un mauvais parent, un parent qui élève mal son enfant, un enfant qui est mal élevé ou capricieux, et ça va nous influencer. L'idée, c'est vraiment de se dire d'abord, s'ils étaient à ma place, ils ne feraient pas forcément mieux. D'ailleurs, dans cette dynamique-là, de ne pas hésiter à solliciter des gens. C'est-à-dire si vous avez l'impression qu'il y a vraiment des regards un peu trop appuyés, n'hésitez pas. Vous pourriez m'aider, là je ne sais pas comment faire, histoire de dédramatiser la situation. D'autant que ça fonctionne très bien pour apaiser la crise. C'est-à-dire que le fait de solliciter un autre adulte ou un autre parent, l'enfant est souvent un peu interloqué. Et je parlais justement de contrecarrer une émotion par une autre forme d'émotion. C'est vrai que la surprise est vraiment quelque chose qui peut calmer une crise. Et surtout que dans la crise ou dans la colère, il y a quelque chose qui est vraiment dans la relation aux parents. C'est-à-dire que l'enfant nous fait une crise parce qu'il attend une réaction du parent. Si on sollicite quelqu'un d'autre, du coup, ça désamorce ce mode de fonctionnement et souvent, c'est assez efficace pour arrêter une crise. Et puis surtout, ça permet de se dire, voilà, non, les autres, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire avec leurs enfants. Moi, je me concentre sur le mien. Alors, une autre question me vient qui, là aussi,
comment dire, un vaste sujet. Donc j'ai 2 enfants qui passent leur temps à se battre. Que faire? Par rapport à cette situation, il y a vraiment 2 temps. C'est-à-dire qu'il y a le temps de l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement, que faire au moment du conflit. Et là, d'une façon générale, c'est très important de ne pas tomber dans l'écueil qui est de chercher à savoir qui a raison, qui a tort, pour effectivement sanctionner celui qui aurait raison ou tort, avec l'idée effectivement que je suis un bon parent, donc je dois être légaliste, je dois faire respecter la justice, parce que dans ces cas-là, il y aura toujours un enfant pour dire non mais c'est lui qui a commencé, non mais avant ça, tu as fait... Donc dans ces cas-là, le mieux, finalement, la plus grande justice, c'est de dire ça suffit maintenant, chacun dans sa chambre, ou toi tu vas sur le canapé et toi tu vas là. C'est-à-dire que la première étape, c'est mettre un terme au conflit, et dans un second temps, éventuellement, de pouvoir, avec l'un puis avec l'autre, résoudre, comprendre les termes du conflit et résoudre les choses. Par exemple, il a pris mon jouet, je ne voulais pas lui prêter, mais est-ce que tu joues avec? Non. Donc peut-être que tu aurais pu le prêter. Oui, mais il ne me prête jamais son jouet. Ah, mais alors, parlons-en. Mais dans un temps qui intervient après, un peu comme dans ces temps que j'évoquais tout à l'heure, à savoir ces petites réunions familiales. Ça, c'est dans l'immédiat. Mais d'une façon plus générale, au long terme, je crois qu'il va être très important pour éviter justement ces temps de conflit qui traduisent des rivalités fraternelles, de finalement travailler la relation fraternelle, c'est-à-dire de permettre à chaque enfant de se vivre comme un individu à part entière, c'est-à-dire que qu'il ne va pas se sentir en comparaison vis-à-vis de son frère ou de sa sœur, et finalement pour lequel il pourra avoir l'assurance d'avoir, je dirais, un peu la même quantité d'intérêt et d'amour de la part de chaque parent. Souvent, les rivalités fraternelles s'articulent autour effectivement des parents. C'est-à-dire que c'est à celui qui sera le mieux aimé ou qui bénéficiera de la meilleure attention. Et c'est vrai qu'on le voit, plus on va comparer des enfants, mais tu vois, si tu étais aussi sage que ta sœur, ou mais pourquoi tu n'es pas... Et bien, naturellement, ça va favoriser des conflits entre eux. D'où l'importance de dire chacun est différent. Donc pour chacun, j'ai un traitement différent, parce que là aussi, on est fréquemment sollicité par nos enfants qui nous disent « mais pourquoi lui il a ça, pourquoi elle a droit à ça et pas moi ?» Et je crois que c'est très important de dire « mais vous êtes différents, donc naturellement je suis différent avec chacun de vous. » Ce qui ne m'empêche pas de vous aimer autant, ce qui ne m'empêche pas d'avoir dans mon cœur autant de place pour chacun. Simplement, c'est comme dans une chambre, il y a une chambre qui est comme ci et une chambre qui est comme ça, chacun sa chambre. Et je crois que c'est très très important de développer cette possibilité à chaque enfant d'être autonome vis-à-vis de l'autre. Souvent, la rivalité fraternelle, encore une fois, c'est une dépendance de l'un à l'autre, mais qui est plus ou moins encouragée par les parents qui, par la comparaison, par effectivement des attentes similaires pour chaque enfant. Une autre question. J'en ai assez de répéter 15 fois la même chose. Comment faire pour qu'il obéisse sans m'énerver? Alors ça, c'est une situation effectivement classique qu'on observe d'ailleurs dans différents moments et qui, a priori, nécessite une réponse adaptée à chaque situation. Mais globalement, la situation la plus classique, c'est je suis dans la cuisine ou dans le salon et j'appelle mon enfant pour qu'il vienne manger. Hey, tu viens manger? Alors au début, on dit une première fois doucement, puis une deuxième, puis au bout d'un moment, on finit par s'énerver et on crie. Et c'est finalement que quand on a haussé le ton qu'il arrive. Or, que peut-on dire par rapport à ça? C'est qu'effectivement, un enfant, et là, c'est valable quel que soit son âge, mais évidemment, plus il est jeune, plus c'est le cas, a ce qu'on appelle une attention sélective. C'est-à-dire que quand il est en train de jouer ou quand il est en train de lire, il est complètement, toute son attention, toute sa concentration est centrée sur ce qu'il est en train de faire. Et donc, finalement, quand on l'appelle, c'est comme si on laisse tomber. Hein. Ça fait une espèce de brouhaha dont il ne perçoit pas forcément... Il entend bien qu'on l'appelle, mais il ne perçoit pas forcément le message, car on peut entendre sans écouter. Et donc, si on veut vraiment s'éviter de répéter et de s'énerver, le plus simple, c'est d'aller directement solliciter son attention. Alors là, il y a plusieurs façons très simples, mais la première, c'est d'aller à la rencontre de son enfant, de l'appeler, ce qui va d'ailleurs, éventuellement de se mettre à sa hauteur, de le regarder, de lui saisir les bras, enfin, quelque chose qui va lui permettre de sortir de son jeu, et une fois que vous avez capté son attention, à ce moment-là, vous transmettez votre message. Parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien de lui dire quelque chose qui va... entrer, qui va... Alors pourquoi quand on crie, finalement il réagit? On a l'impression que c'est, voilà, il n'y a que quand je crie qu'il réagit. Mais normal, c'est tout à fait naturel. C'est-à-dire que le fait d'hausser le ton va faire varier, je dirais, un peu le fond sonore. Et donc forcément, il va lever la tête, non pas à nouveau parce qu'il aura entendu ce que vous lui demandez, mais juste parce qu'il va sentir une différence. Et donc là, effectivement, comme en plus il sent que vous êtes énervé, du coup, il va réagir. Mais je pense qu'on peut s'éviter beaucoup de fatigue, beaucoup d'énervement, en prenant juste l'habitude de capter son attention avant de lui demander quoi que ce soit.
Mon enfant a mordu un petit camarade à la crèche récemment. Il a essayé de me mordre également. J'ai réagi vivement. J'ai peur qu'il prenne l'habitude de recommencer. Que dois-je faire? Je m'interroge sur... J'ai réagi vivement. Je ne sais pas si c'est le cas, mais pour l'avoir rencontré, pour en avoir discuté avec des mamans et des papas, mais effectivement, il n'est pas rare que lorsqu'on se fait mordre, et ben, la réaction c'est de mordre à son tour. Et j'ai des mamans qui m'ont dit, comme ça au moins ils voient ce que ça fait. Alors, d'emblée, je dis, ce n'est pas forcément la bonne attitude. Non seulement parce qu'effectivement, certes, ils voient ce que ça fait, mais justement, je crois qu'ils ne doutaient pas tellement de ce que ça fait, parce que certains enfants aussi se mordent. Mais surtout, finalement, on ratifie le fait que c'est faisable. C'est-à-dire que quand je mords, si maman mord, c'est bien que finalement, c'est une attitude tout à fait envisageable. Alors que l'idée, c'est justement de dire non, c'est hors de question. Donc évidemment, ne le mordez pas en retour. En revanche, ça peut être intéressant de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière cette morsure pour justement à la fois la désamorcer et puis trouver des parades. Parce que l'idée, ça va être effectivement d'anticiper pour éviter que ça se reproduise. Alors, ce qu'on peut quand même dire sur la morsure, c'est que c'est un acte qui est souvent assez ambivalent. C'est-à-dire que généralement, l'enfant qui mord à la crèche ou sa maman d'ailleurs, c'est parce qu'à la fois, il est sous l'emprise d'une émotion plutôt du registre de la frustration, donc quelque chose qui le contrarie, mais vis-à-vis de quelqu'un pour qui il éprouve effectivement une certaine affection ou une attention. Donc c'est pas rare effectivement qu'il va mordre un petit camarade de crèche, parce qu'à la fois il aime bien ce petit camarade, mais sous prétexte que le petit camarade ne fait pas ce qu'il veut, et on est tout à fait à un âge où on a l'impression que les autres ils peuvent être aussi manipulables que des doudous, surtout quand on les aime bien, on adore son doudou mais aussi parce qu'il fait ce qu'on veut qu'il fasse, et bien du coup il y a cette réaction très ambivalente, c'est-à-dire qu'à la fois je te mords parce que ça me permet de décharger ma frustration, et dans le même temps je t'aime bien, donc c'est un peu comme si je te croquais affectueusement, d'autant que il a pris aussi l'habitude, nous l'avons tous fait, de sentir que le fait d'être mordillé, ça peut être un geste affectif. Nous avons tous mordillé les pieds de nos enfants. Beaucoup de parents ont mordillé les petits petons de leur fils ou de leur fille par affection. Donc l'enfant intègre que finalement cet acte, il peut être aussi un acte affectueux, mais ça lui permet de décharger aussi ses pulsions. D'où l'idée de ne pas forcément sanctionner sévèrement, surtout pas de tape, pas de morsure, mais d'interdire le geste, non, interdit, non, tu ne recommences pas, et puis d'anticiper, c'est-à-dire dès qu'on sent la frustration, dès qu'on sent, hop, on intervient et on médiatise la relation, c'est-à-dire qu'entre le camarade potentiellement mordu et le petit mordeur, on met un jouet, on met quelque chose qui va permettre de libérer l'émotion sans que ça passe effectivement par une atteinte sur le corps de l'autre enfant. Alors, une autre question très concrète, c'est le matin, c'est systématiquement la course. Comment éviter que ça finisse en conflit? Alors là aussi, j'ai envie de dire, ça peut être intéressant de comprendre le processus qui se joue et à partir de là, de trouver des solutions adaptées à chaque famille, j'ai envie de dire, à chaque parent. Alors là aussi, j'ouvre une parenthèse par rapport à l'éducation bienveillante. Comprendre les choses, ça ne veut pas nécessairement dire les excuser. Comprendre, c'est surtout pouvoir identifier ce qui est en jeu pour pouvoir détricoter ou pouvoir trouver d'autres façons, des parades, d'autres façons d'agir. Je dis ça parce qu'effectivement, là aussi, les détracteurs de l'éducation bienveillante vont dire « oui, mais alors s'il faut commencer à expliquer tout aux enfants, on n'a pas fini et on sera encore plus en retard ». Pas faux. D'où l'importance de ne pas forcément expliquer, mais nous d'avoir suffisamment compris pour agir. Alors qu'est-ce qui se passe le matin? Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on va à l'école le matin, c'est à nouveau un temps de séparation. Et lorsqu'on reste à l'école toute une journée, c'est un temps très long de séparation. Donc forcément, le matin, l'enfant se dit, alors il ne se le dit pas consciemment, bien sûr, mais c'est inconscient, qu'il faut profiter de cet instant où on est avec son parent. Et la meilleure façon de profiter d'un instant court, c'est de le rendre intense. Et si pour que ce soit intense, il faut que ça crie, pourquoi pas? Parce que initialement, l'enfant qui se met à courir quand on veut l'habiller, ou l'enfant qui effectivement traîne pour manger ses céréales, c'est pas pour nous embêter qu'il le fait, mais c'est parce que ça lui donne, lorsqu'il court, une situation dans laquelle il peut jouer, il peut rigoler. Et si vous observez un enfant qui échappe quand on veut l'habiller, généralement c'est pour jouer. De même que l'enfant qui traîne lorsqu'il mange ses céréales, c'est parce qu'il prend son temps pour en profiter. Donc l'idée c'est de se dire, autant faire de ce moment un bon moment, parce que justement c'est le dernier moment où il nous voit avant une longue journée d'école. Donc pour ça, une bonne idée ça peut être d'anticiper, c'est-à-dire de se prendre du temps, c'est-à-dire que plutôt que de se lever au dernier moment et de faire tout à l'arrache,
on se dit finalement, ça vaut peut-être le coup de se lever une demi-heure plus tôt, mais d'avoir vraiment un temps calme et d'arriver au boulot serein plutôt qu'énervé parce qu'on est à speeder toute la matinée. Et surtout, l'enfant d'arriver à l'école dans de bonnes conditions d'apprentissage. Donc une demi-heure, ça vaut le coup, quitte à se coucher un peu plus tôt la veille. De préparer les affaires la veille, c'est aussi une façon de bien gagner du temps et d'éviter le fameux conflit du « Ah non, mais j'ai pas envie de mettre mon ciré jaune » ou « J'ai pas envie de ça ». L'ayant préparé la veille, on n'a plus à poser de questions, tac, 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 on enfile les choses, de même qu'il est possible de préparer la table du petit déjeuner, etc. Donc préparer les choses en amont, et puis face aux situations comme l'enfant qui nous échappe instaurer du jeu, c'est-à-dire que plutôt que de lui courir après pour lui mettre son pantalon, proposez vous-même le jeu. Allez, on joue à celui qui met le plus rapidement son pantalon, ou toi tu mets la jambe gauche, moi je mets la jambe droite, ou quelque chose qui va faire qu'on est dans la relation, on profite du moment où on est ensemble, et on évite de s'énerver, et finalement de perdre plus de temps qu'on en gagne. Une autre question très concrète. Les repas sont devenus un enfer. Mon enfant refuse de manger ce qu'on lui propose. Je trouve qu'il ne mange pas bien, et en plus, avec mon mari, nous ne sommes pas toujours d'accord. Que faire? Alors là aussi, une question un peu double. Mon enfant refuse de manger. Alors souvent, c'est après la période de diversification, qui généralement se passe plutôt bien lorsque ça a été fait très progressivement, et plutôt on commence à être dans des aliments un peu concrets, des aliments que l'enfant identifie. Alors, il faut comprendre que l'enfant a tout au long de son développement, et notamment dans ses premières années, besoin de développer son individualité, c'est-à-dire la possibilité de se sentir un individu, et notamment ça passe par la possibilité de choisir, ça passe par la possibilité de s'opposer, par la possibilité de dire non. Et donc, pour éviter cela, l'idée, ça peut être non pas de le laisser tout choisir, mais de favoriser des choix, je dirais un peu, que vous aurez prédéfinis. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils répondent à votre demande. L'autre possibilité, c'est de l'associer à ce que vous préparez. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être intéressant qu'il soit présent au moment où vous faites les courses, ce qui d'ailleurs est souvent le cas, parce qu'on ne peut pas toujours faire les courses pendant la période où l'enfant est à l'école ou en crèche, ne serait-ce que pour qu'il voit et qu'il ait l'impression d'être justement partie prenante. Un piège à éviter, et c'est du coup, là, je rejoins la deuxième partie de la question, ce serait effectivement de lui proposer trop de choix en se disant, voilà, sur tout ce que je prépare, il y a bien quelque chose qui va choisir ou qui va accepter. Parce qu'au contraire, d'abord, ça développe l'idée que l'enfant est tout puissant, et surtout, il y a malheureusement fort à parier que sur tout ce que vous avez préparé, il trouvera encore autre chose qu'il aurait préféré. Alors je ne sais pas sur quoi portent les désaccords entre ces deux parents, mais j'ai envie de dire que quoi qu'il en soit, et là c'est peut-être une considération un peu générale, quoi qu'il en soit, c'est tout à fait naturel de ne pas forcément être d'accord lorsqu'on est parent, pour la simple et bonne raison que d'abord on est différents, hein, s'il y a un papa et une maman, c'est un homme et une femme, ils ont des éducations différentes, ils ont un rapport aux choses ou à l'aliment différent, et donc l'idée c'est de ne pas forcément vouloir absolument être d'accord sur tout. En revanche, ce qui peut être important, c'est de définir ensemble, et pas devant l'enfant surtout, ce qui pour nous est important. Le matin, je trouve que tu lui donnes trop de protéines. Il n'a pas besoin de manger un breakfast à l'anglaise alors qu'il a 3 ou 4 ans. Hein. Il peut se contenter. Mais parce que moi, effectivement, dans ce que j'ai appris diététique, trop de protéines, ce n'est pas forcément bon. Donc là, on se renseigne, on trouve un accord et on l'applique. Mais l'idée, c'est de se dire, là aussi, c'est important que ce ne soit pas une source de conflit parental, parce que vraiment, devant les enfants, ils ont aussi besoin de sentir qu'il y a une cohésion parentale qui va leur permettre d'accéder plus facilement aux consignes qu'on leur donne. Ma fille va avoir 3 ans et se met à pleurer dès qu'on lui dit non, ou qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, peu importe où nous sommes. Comment puis-je faire pour qu'elle comprenne que ça ne sert à rien de pleurer? Ah oui. Alors, je relis la question si elle n'est pas claire. Ma fille va avoir 3 ans et se met à pleurer dès qu'on lui dit non ou qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Peu importe où nous sommes. Comment faire pour qu'elle comprenne que ça ne sert à rien de pleurer? Alors, là aussi, on sent que c'est une question qui rejoint un peu la question des émotions. C'est-à-dire que ce qui peut être en jeu, c'est la nature de ces pleurs. Est-ce qu'effectivement c'est une réaction à l'émotion qu'elle ressent? Et là, effectivement, parmi les émotions qu'on peut évoquer, je ne suis pas dans son corps, mais l'expérience que j'aime permet d'imaginer que soit c'est du registre de la frustration,
par rapport à quelque chose qu'elle ne réussit pas à obtenir, soit c'est quelque chose de plus insidieux autour de justement de l'estime d'elle-même. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'on lui dise non ou qu'on lui interdise, ça remet en question le développement de son individualité. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de commencer à se sentir un individu et justement d'avoir envie d'affirmer ses positions. Donc, si ces choses nous semblent importantes, si les interdits qu'on pose nous semblent fondamentaux, effectivement, il est important de ne pas plier et de dire, écoute, c'est comme ça. Je comprends que tu ne sois pas d'accord, ou je comprends que ça te rend triste, ou que ça te frustre, mais c'est comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille justement se fâcher. Au contraire, l'idée pourrait être plutôt de rassurer, de faire un câlin, de dire, écoute, tu es très triste, donc je vais effectivement te consoler. Ça ne change pas le fait que telle chose ou telle chose n'est pas autorisée ou n'est pas possible. Après, l'idée, ça peut être aussi de modifier son nom. Beaucoup de parents, et même beaucoup d'individus, beaucoup d'adultes ont tendance à dire non. Or, ce non peut être relativisé. Et à nouveau, j'entends les détracteurs, il ne s'agit pas d'être dans la négociation, il s'agit simplement d'être objectif. Il y a toujours une raison pour laquelle on dit non. Non, ce n'est pas le moment. Non, ce n'est pas adapté à ton âge. Non, c'est pas... D'où l'idée de gommer le non et de garder juste la raison. Encore une fois, il ne s'agit pas d'entrer dans des longues négociations, des longues explications. Non, tu vois, il ne faut pas que tu fasses ça parce que blablabla. Juste simple. Tout à l'heure, l'enfant demande quelque chose, tout à l'heure, tu n'as pas l'âge, ou c'est pour ton frère parce que lui, il a 10 ans et toi, tu n'en as que 4, etc. etc. C'est-à-dire que l'idée, ça peut être effectivement de gommer ce non, qui effectivement est très cassant, pour le remplacer par quelque chose qui est juste une explication claire sur le fait que, voilà, ce n'est pas possible maintenant, et pour telle ou telle raison. Alors, je vois que le temps passe et qu'effectivement, nous allons devoir nous quitter. Donc, une dernière question. Pourquoi mon fils de 2 ans et demi dit systématiquement... Ah oui, voilà, donc là c'est intéressant parce que là c'est la question inverse. Tout à l'heure c'est le parent qui dit non, là c'est l'enfant. C'est-à-dire pourquoi mon fils de 2 ans et demi dit systématiquement non à tout ce que je lui propose. Alors là, on est tout à fait dans la mise en place de ce que j'évoquais en termes d'individualisation. C'est-à-dire qu'à 2 ans et demi, l'enfant est à une période où il a vraiment besoin de poser son identité, sa personnalité et d'affirmer effectivement ses choix. Et donc, il peut systématiquement s'opposer à tout ce qu'on lui propose, même si justement, 30 secondes après, il va accepter. J'ai des parents qui me disent, mais c'est quand même incroyable, je lui propose des choses qu'il aime d'habitude et il me dit non, pour finalement accepter. Et donc l'idée, c'est d'entendre qu'effectivement ce non n'est pas forcément un non d'opposition, mais un non d'affirmation de soi. Et l'idée, ça peut être à ce moment-là de jouer le jeu, de lui dire « Ah ben là, aujourd'hui, tu as changé d'avis. Ah ben ok, pas de souci. D'habitude, tu aimes bien, mais pas de souci. » Et puis surtout, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de comprendre que lorsque l'enfant dit non, c'est souvent parce qu'on lui a posé une question où la réponse était soit oui, soit non. Donc l'idée, c'est de faire le choix de propositions par lesquelles on ne peut pas répondre par oui ou par non. Par exemple, au lieu de lui dire « Mets ton pantalon », il va dire non. Ben, on lui dit « Tu préfères mettre le bleu ou le vert ?» Il ne peut pas dire non, il dit vert ou bleu. Est-ce que tu préfères le yaourt au chocolat ou la compote à la fraise, et ainsi de suite, et finalement lui proposer autre réponse que le non. Voilà. Merci beaucoup de vos questions, de votre attention, et à bientôt sur Doctissimo Maman.